Cette animation nous aide à comprendre encore mieux ce qui devrait se passer durant l'alunissage. Exactement comme cette souffleuse de feuilles qui éjecte la poussière en surface et dévoile le sol, on s'attendrait à voir sous le LEM une marque dans le sable qui révélerait le terrain rocheux sous la couche sableuse. Mais il n'y a pas de telle trace. Cette animation montre l'atterrissage simulé de la sonde Phoenix sur Mars qui s'est déroulé en 2008. Comme on le voit, Phoenix utilise aussi des réacteurs pour descendre et se poser. Et voici les images réelles du terrain expédiées vers la Terre après l'atterrissage sur Mars. Comme on peut voir, le sable en surface a été balayé par le souffle des turbines que l'on aperçoit en haut de l'image et a ainsi dévoilé le sol sous-jacent. Pourquoi la même chose ne s'est-elle pas produite sur la Lune? Question. Si une simple souffleuse de feuilles peut chasser le sable en surface et révéler le sol en dessous, pourquoi cela ne se produit-il pas sous le moteur du LEM? Et pourquoi voit-on encore sous le moteur des gravillons qui n'ont même pas été éjectés au loin lors de l'alunissage? Étant donné que James Irwin parle d'une couche molle épaisse de 15 cm, pourquoi sous le moteur du LEM ne voit-on aucune marque dans le sable? Un des problèmes liés à celui de l'absence de marque au sol sous le module est l'absence totale de sable à l'intérieur des pieds en forme d'assiette du LEM. Si ces images illustrent bien les jets de poussière générés par l'alunissage, pourquoi ne retrouve-t-on pas de poussière à l'intérieur des pieds? Mais même dans ce cas, Attivissimo a une explication, un peu particulière il est vrai. La prima missione era molto sperimentale e gli ordini erano: appena tocchi il suolo devi spegnere il motore. Invece era tanta l'emozione e la tensione di quel primo allunaggio che non si sono ricordati di spegnere il motore. Lasciando il motore acceso, spazzano via tutta la polvere che c'è intorno al modulo lunare ed è per questo che le zampe sono pulite. Mais l'affirmation d'Attivissimo est fausse. Il suffit de regarder le film original de l'alunissage d'Apollo 11 pour comprendre qu'Armstrong donne l'ordre d'éteindre les moteurs juste après que les lumières de contact se sont allumées et donc avant que le LEM ne touche le sol. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. Dans cette déclaration aussi, faite après la mission, Armstrong confirme que le moteur a été éteint un peu avant que le LEM ne touche le sol. In any case, the engine shutdown was not very high above the surface. It was quite close. En outre, le problème de l'absence de poussière dans les pieds se vérifie aussi pour d'autres missions, comme par exemple pour Apollo 12 ou Apollo 14, et donc l'explication d'Attivissimo n'est pas valide dans tous les cas. Il faudrait d'ailleurs que les débunkers se décident. On ne peut pas soutenir à la fois que le souffle du moteur était tellement faible qu'il n'était même pas capable de laisser une trace dans le sable, mais qu'il était suffisamment puissant pour éjecter au loin la poussière présente dans les pieds du LEM durant l'alunissage. L'une de ces deux affirmations doit nécessairement être fausse. Nous posons donc la question suivante. Si ceci est bien la quantité de poussière soulevée par les moteurs du LEM pendant l'alunissage, pourquoi, dans les pieds du LEM, ne trouve-t-on pas la moindre trace de la poussière soulevée? Comment est-il possible que le souffle du moteur du LEM soit assez fort pour éjecter toute la poussière présente dans les pieds et en même temps trop faible pour laisser la moindre marque dans le sable pendant l'alunissage? Venons-en maintenant à l'un des problèmes les plus importants concernant le LEM. L'absence de flammes visibles sous son moteur pendant la phase de décollage. Le module lunaire est constitué de deux blocs séparés, un bloc inférieur et un bloc supérieur, chacun disposant d'un moteur indépendant. Le premier, le bloc inférieur, servait à faire atterrir le vaisseau complet sur la Lune, tandis que le second servait à faire décoller la partie supérieure du module, celle contenant les astronautes. Les deux moteurs fonctionnaient avec un carburant spécial appelé hypergolique. Il s'agit d'un carburant qui brûle simplement en mettant en contact deux composants chimiques particuliers et qui n'a pas besoin de système de mise à feu proprement dit. Les débunkers soutiennent que l'absence de flammes visibles est due justement à ce carburant hypergolique. Sur son site Bad Astronomy, le débunker Phil Plait écrit « Il y a une explication toute simple au fait qu'on ne voit pas de flammes sous le vaisseau quand il repart. Les carburants utilisés ne produisent aucune flamme visible. » Attivissimo, lui aussi, écrit dans son livre « Le produit de la combustion de ces substances est incolore et transparent.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de flamme sous le LEM au décollage. Mais cette affirmation est fausse. Les carburants hypergoliques produisent une flamme bien visible, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Voici un test du moteur de la navette spatiale SpaceX, qui utilise du carburant hypergolique. Comme on le voit, la flamme est bien visible pendant la combustion. Et ceci est un test du moteur de décollage du LEM, précisément celui dont nous parlions. To keep it simple, it used so-called hypergolic propellants, a rocket fuel and an oxidizer that explode on contact. Comme vous le voyez, la longue flamme du carburant hypergolique est clairement visible sous le moteur du LEM pendant la combustion. Sur les images originales de la mission Apollo, pourtant, on ne voit aucun jet. Voici les images retransmises vers la Terre du redécollage d'Apollo 15, celle d'Apollo 16 et celle d'Apollo 17. Dans aucun des trois cas, on ne voit le jet de gaz du moteur qui devrait pourtant être présent sous le moteur du module. On pourrait croire que le carburant hypergolique, dont la combustion est bien visible sur Terre, pour une raison inconnue, deviendrait invisible dans le vide de l'espace. Mais ce n'est pas le cas, comme le montrent ces différents exemples. Ceci est un test du moteur Draco, utilisant du carburant hypergolique enfermé dans une chambre à vide. Comme on peut le voir, le jet émis est quand même bien visible. Le Shuttle aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs de positionnement. Et le Shuttle montre clairement le jet de ses moteurs d'orientation lors de ses manœuvres dans le vide spatial. Voici une autre image du Shuttle qui manœuvre dans le vide en utilisant ses moteurs de positionnement. Le jet de la combustion hypergolique est clairement visible. Voici par ailleurs le vaisseau Soyouz, filmé alors qu'il s'approche de la Station spatiale internationale. Lui aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs directionnels, et dans ce cas aussi, on peut clairement voir les jets, même si cela se déroule dans le vide. Ils sont même encore plus visibles à cause du contraste avec le fond noir du vide sidéral. Tous ces exemples montrent bien que la combustion du carburant hypergolique est tout à fait visible, même dans l'espace. Par conséquent, nous posons la question suivante. Étant donné que ceci est le moteur du LEM lors de tests faits sur Terre, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune flamme, aucun jet visible quand il repart de la Lune ? Non seulement le moteur du LEM ne laisse voir aucune flamme lors du décollage, mais il semble en plus ne produire aucun son particulier. Voici le bruit produit par le moteur du LEM lors de tests faits sur la Terre. Pourtant, pendant les phases de départ, depuis la surface de la Lune, on n'entend aucun bruit particulier. Juste la voix tranquille des astronautes, sans aucun bruit de moteur dans le fond. Certains des bunkers expliquent que dans l'espace, le son ne se propage pas et va se perdre à l'extérieur. C'est pourquoi l'on n'entend rien à l'intérieur de la cabine. Mais la cabine est pourtant bien pressurisée, et le moteur est situé au centre de la cabine, entre les deux astronautes. Ce technicien de la NASA nous montre exactement où se trouve le moteur à l'intérieur du LEM. This is the upper docking hatch through which the astronauts will enter the LEM from the command and service module. They will step down here on the ascent engine cover. The engine we looked at before is right on the other side of this cover. Et le même site de debunking, Clavius déclare: le moteur de remontée est situé à l'intérieur du module, il n'est pas attaché sous le module. Même Attivissimo confirme que dans le LEM, les astronautes sont littéralement assis sur le moteur. Praticamente basta avere un cilindro di latta con un motore sotto e gli astronauti americani erano seduti letteralmente sul motore, cioè avevano qua. Lors de la phase de départ, donc, le moteur, qui est en contact direct avec l'air pressurisé de la cabine, devrait émettre un bruit bien audible. Une autre explication des débunkers pour l'absence de bruit du moteur est celle-ci. Les micros utilisés par les équipages dans l'aéronautique sont conçus spécialement pour opérer en milieu bruyant, et qu'il faut donc parler tout près du micro pour bien se faire entendre. Mais il n'existe pas de micro miracle capable d'éliminer tout le bruit ambiant. Si des sons parviennent à l'oreille des astronautes, le micro le captera inévitablement.
D'ailleurs, lors du redécollage d'Apollo 15, une chose tout à fait curieuse s'est produite. Quelques instants après le décollage, l'un des astronautes a allumé un magnétophone portable qui se trouvait dans la cabine pour avoir un fond musical. Comme on peut l'entendre, la musique provenant du magnétophone est parfaitement audible, tandis que le moteur, qui à cet instant est à son maximum de poussée, n'émet aucun son. Question. Étant donné, comme le confirment d'ailleurs les débunkers eux-mêmes, que les astronautes sont littéralement assis sur le moteur placé à l'intérieur de la cabine, pourquoi n'entendons-nous rien pendant le décollage ? Étant donné que lors du décollage d'Apollo 15, on distingue clairement la musique provenant d'un petit magnétophone dans la cabine. Comment se fait-il que l'on n'entende aucun bruit de moteur ? Le redécollage de la Lune est sans doute le moment le plus délicat de toute la mission. Les astronautes doivent garder une concentration maximale et doivent pouvoir communiquer entre eux instantanément si quelque chose se passe mal. Pourquoi alors mettre en danger leur propre sécurité en faisant retentir cette musique dans la cabine et en risquant ainsi de perdre leur concentration et de ne pas pouvoir communiquer clairement entre eux ? Il est évident que si l'on voulait vérifier que le module lunaire était bien un engin capable d'atterrir et de repartir de la Lune, il suffirait de prendre les plans originaux du LEM et de les insérer dans un ordinateur moderne de simulation. Avec les outils informatiques dont nous disposons aujourd'hui, il serait en fait extrêmement facile de vérifier toutes les fonctionnalités du LEM sans avoir besoin de le renvoyer dans l'espace. Malheureusement, les plans originaux du module lunaire n'existent plus. Apparemment, la société Grumman, qui a construit le LEM, a décidé de s'en séparer car ces plans prenaient trop de place. Pour expliquer ce geste incompréhensible, le site de debunking Clavius affirme « Grumman est une société d'ingénierie aérospatiale et non un musée. Il ne désirait pas archiver les milliers de mètres cubes de documentation du projet et en assumer le coût. » Alors justement, pourquoi ne pas les donner à un musée ? Le LEM est la seule machine au monde à être parvenue à emmener des êtres humains sur un autre corps céleste. Il a donc une valeur exceptionnelle, et il y a sûrement des dizaines de musées dans le monde qui se seraient mis en quatre pour pouvoir exposer au public ces plans de construction. Au lieu de cela, il faudrait croire que toute cette documentation a été détruite simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la stocker. Mais il y a un fait encore plus déconcertant que la disparition des plans du LEM. Il s'agit de la disparition des bandes originales qui contenaient les images des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Now, nearly 40 years after the first moon landing, NASA has confessed that the original film depicting Neil Armstrong's giant leap has been lost. Well, not lost, says NASA, just can't be found. Nous parlons tout simplement ici du document le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Les premiers pas d'un être humain sur un autre corps céleste, le tout enregistré sur une bande magnétique par les stations réceptrices situées sur Terre. Comme tel, on s'attendrait à ce que ces bandes magnétiques soient conservées sous clé, dans un air à température et humidité ambiante contrôlée, dans un lieu accessible seulement par quelques personnes triées sur le volet. Mais rien de cela ne s'est produit. Avec une grande sérénité, la NASA nous explique qu'elle ne retrouve pas les bandes originales. La nouvelle fut tellement déconcertante que le réalisateur Aaron Rannon a voulu vérifier tout ceci en personne en interviewant directement l'ex-directeur de vol de la mission Apollo 11, Jen Kranz. I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. But your own research has shown the telemetry data is missing. That's right. Dans les archives de la NASA aussi, au centre spatial Goddard du Maryland, Aaron a reçu la même réponse embarrassée. We've been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So, unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Mais écoutons plutôt l'explication de ces faits inconcevables qui nous est donnée par les debunkers. L'ha persa per una ragione puramente burocratica. All'epoca questi nastri erano considerati inutilizzabili. La registrazione del segnale televisivo fuori standard fu registrata su una traccia dei nastri di telemetria, quelli che davano le pulsazioni, lo stato del veicolo e via dicendo.
Secondo prassi, dopo un certo numero di anni, i dati di telemetria delle missioni, se non li chiama più nessuno, vengono mandati alla cancellazione, perché i nastri costano e allora non si lasciano lì a marcire, si smagnetizzano, si riutilizzano. D'après Attivissimo, donc, il y aurait une pratique habituelle de la NASA consistant à détruire automatiquement les bandes magnétiques si personne ne les a plus demandées. Même si ces bandes, comme nous l'avons vu, contiennent tout simplement la documentation la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, soyons clairs, la perte des images originales des premiers pas de l'homme sur la Lune n'est pas en soi un dommage irréparable, puisqu'il existe des copies de leur transmission numérisées récemment et qui sont même de meilleure qualité que les originaux disparus. Mais le problème est que ces bandes, en plus des images de la promenade lunaire, contenaient des données scientifiques importantes de télémétrie qui allaient du rythme cardiaque des astronautes aux mesures techniques de l'état des instruments du LEM, et donc aussi de sa situation effective dans l'espace à ce moment-là. Donc, si par hasard, le LEM ne se trouvait pas à cet instant à la surface de la Lune, ou si la situation à bord était, d'une façon ou d'une autre, différente de celle qui a été racontée, on aurait pu le déduire très facilement des données de télémétrie. Par conséquent, ceux qui le désirent peuvent tranquillement continuer à croire à l'histoire des bandes effacées et réutilisées parce que ça coûtait trop cher. Les autres peuvent voir poindre une question légitime. Qu'y avait-il donc de si important sur ces enregistrements qu'il faille inventer une excuse si peu crédible justifiant de ne plus pouvoir donner accès aux chercheurs ou aux scientifiques qui voudraient les examiner? Analysons maintenant l'aspect des télécommunications entre la Terre et la Lune. Il y a en effet plusieurs éléments qui ne cadrent pas, comme par exemple le retard des communications radio entre la base de Houston et les astronautes. La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 400 000 km. Pour cette raison, un signal radio met environ 1 seconde et 3 dixièmes à atteindre notre satellite et 1 autre seconde et 3 dixièmes pour revenir à la base. Cela signifie que lorsque le centre de Houston posait une question aux astronautes sur la Lune, leur réponse aurait dû mettre au moins 2,6 secondes à revenir à la base. 1 seconde 3 dixièmes pour que la question parvienne à l'astronaute et 1 seconde 3 dixièmes pour que la réponse revienne sur la Terre. Pourtant, il y a certains cas où la réponse des astronautes arrive bien avant ce délai. Voici un exemple. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yep. La réponse est quasi immédiate. Elle met à peine plus d'1 seconde pour nous revenir. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yep. Ceci est la piste audio originale. Et voici la partie qui contient la question venant de Houston. Et là, la réponse de l'astronaute. Le temps entre la fin de la question et la réponse est seulement de 1 seconde et 1 dixième. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yep. C'est trop court pour que cette conversation ait pu se produire entre la Terre et la Lune. Naturellement, pour faire ces vérifications, nous avons utilisé les bandes-son originales de la NASA, non modifiées, qui sont distribuées dans le monde entier par Spacecraft Films. S'il y a une chose d'ailleurs sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est pour dire que les DVD de Spacecraft Films sont les seuls originaux de référence auxquels on peut se fier pour ce type de recherche. Attivissimo lui-même le confirme lors de ses conférences. Poi ci sono i DVD come questo qui, Apollo 11 c'è tutta la serie, sono tutte le trasmissioni televisive che sono state fatte in diretta, lo sbarco, tutto. Quello è il riferimento. Se c'è una falsificazione è lì che la dobbiamo cercare, non è sulla copia trovata su YouTube. Questa è la versione di riferimento. Dans cette conférence également, Attivissimo confirme que ces DVD originaux ne comportent aucune coupure et aucun montage d'aucune sorte. DVD come questo, che si possono comprare tranquillamente su internet o dove volete, contengono tutte le riprese originali. Tutto. Senza censure, senza tagli, senza rimontaggi, esattamente così come è arrivato. Ce fait est confirmé par Clavius, le site de debunking qui fait autorité sur les questions lunaires. Les DVD de Spacecraft Films, écrit Clavius, contiennent les numérisations des vidéos et les films originaux du programme Apollo, non modifiés. Reste une chose curieuse, si l'on se rend sur le site de l'Apollo Journal où la NASA a mis en ligne les transmissions audio divisées en plusieurs petits clips, le retard de communication semble soudain redevenu correct.